dans 20 ans, à quoi ressemblera la maison idéale des Français? Il n'y aura pas de gaz. Pas de gaz, je suis pas sûr. Pour rebondir là-dessus, je suis pas sûr que ça revienne pas. 90 et 2010, c'est chauffage électrique, radiateur. Ils étaient à fond et puis maintenant ils sont repassés au gaz. Donc peut-être que dans 10 ans, ils repasseront encore au gaz, qu'ils auront des bons accords avec le Qatar. Justement, avec l'augmentation de tous ces prix, est-ce que vous pensez pas qu'on sera amené plutôt à être plutôt locataire ou ça va basculer vraiment et que la France va réellement devenir propriétaire? Le prix des loyers a quand même explosé. Donc aujourd'hui, quand on regarde le parcours du combattant, on parlait de GLI entre nous tout à l'heure, la garantie loyer impayé. Les conditions pour être locataire sont vraiment très difficiles. C'est limite plus facile, je trouve, d'acheter que de louer aujourd'hui. Il y a un appartement à la location, c'est 50, 60, 70 appels dans les 24 heures. C'est-à-dire qu'on le coupe. Dans 20 ans, est-ce que le métier de l'agent immobilier aura changé? Est-ce qu'on va devoir s'adapter? Je trouve qu'on est déjà en train de s'adapter parce qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas fait de podcast. Il n'y a pas d'IA et l'IA, je pense qu'elle a une grande place déjà aujourd'hui. Moi, je m'en sers tous les jours. On est dans un virage, on est en train de le prendre. Qu'est-ce qu'un mauvais DPE? FG et E devient un mauvais DPE parce qu'on sait que l'audit énergétique est obligatoire pour quand on est en E. Et E, à l'époque, c'était pas du tout une mauvaise note, quoi. Les gens, à l'époque, les gens regardaient même pas, ils s'en foutaient. Le DPE nous impacte à plusieurs moments de la vente qu'on met en publicité. Le mode de calcul a changé. Ils y reviennent un petit peu avec l'électrique, etc. Mais ça, c'est bien, par contre, parce que pour le coup, les logements électriques ont remonté. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui touche chaque Français. Le doux rêve de l'habitation idéale. Piscine, jardin, baignoire, double garage. Ces critères d'hier sont-ils encore d'actualité? Entre nouvelles normes, transition énergétique, télétravail et évolution des modes de vie, le rêve immobilier a-t-il changé? On va vous donner notre avis, notre ressenti, mais on vous laisse nous partager votre vision en commentaire. Messieurs, bienvenue à vous. On va commencer par un petit jeu. Je vais vous donner plein de critères et je vais vous poser une question. Vous allez me dire tendance ou dépassé. Ça vous va? Un grand jardin. Tendance ou dépassé? Tendance. Tendance. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait dire ça? Écoute, je pense que le critère principal aujourd'hui qu'on nous demande, c'est un extérieur. En tout cas, l'après-Covid, ça a été fulgurant. Peut-être un peu moins aujourd'hui, mais c'est toujours un critère particulier. Alors, le critère, c'était pas jardin, mais grand jardin. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas plutôt des clients? Je vais voter contre. C'est vrai. Moi, je trouve ça dépassé. Jardin, oui. Petit jardin, je trouve, les gens sont beaucoup pris dans leur activité. Je trouve que les espaces sont réduits. T'es comme moi, Slim, ça fait longtemps que tu fais de l'IMO. Avant, 500, 600 mètres, c'était limite le minimum. Aujourd'hui, un petit espace extérieur, ça le fait bien. après, ça va clairement dépendre du secteur dans lequel on est. Plus on est proche de Paris, plus on va avoir des On aura terrains d'attente. plus petits, absolument. Et après, les gens, il y en a qui recherchent quand même des grands terrains. Faut pas se voiler la face, mais en général, c'est quand même plus loin. Mais c'est vrai que sur les dernières années, on a quand même on est sur une tendance de gens qui ont moins envie d'entretenir leur jardin, enfin, à mon ressenti. C'est des citadins aussi qui viennent, qui se mettent aux maisons et donc du coup, qui n'ont pas nécessairement la main verte et qui, donc du coup, un petit espace extérieur suffit. Voilà. Ça dépend quand même du calibre de la maison. Moi, j'ai une maison en vente actuellement sur le Plessis-Bouchard et il y a un petit jardin. La maison est grosse et elle ne se vend pas à cause du petit jardin. D'accord. Donc, voilà, ça dépend, je pense, du calibre de la maison. C'est partagé. Ouais. Les primo-accédants rêvent beaucoup de grands jardins et une fois qu'il faut l'entretenir, effectivement, sur la deuxième maison, ils coupent en deux. On y repense. Ok. Sauf s'ils prennent un jardinier avec un petit contrat d'entretien. Voilà un premier tips. Une baignoire. Tendance ou dépassé? Est-ce qu'on va plutôt choisir Tendance. Tendance? Ouais, Ok. Tendance. Une baignoire en maison, surtout, il en faut au moins une pour les enfants. Voilà, C'est les ça. enfants en bas âge. Voilà, mais, Et si on devrait après, pour les choisir appartements, c'est peut-être différent. soit une douche, soit une baignoire, mais c'est vrai que dans l'idéal, c'est d'avoir les deux, forcément. Ouais, après, ça dépend de la superficie. Ça dépend de la superficie du bien aussi. En appartement, sur un petit studio de pièces, on est quand même globalement plutôt sur des douches. Là où je veux arriver, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les clients nous demandent obligatoirement une baignoire ou Très souvent. très souvent? Quand ils ont des enfants, ouais, comme il le disait, globalement, ça revient. Ouais. C'est ça. C'est plus pratique pour les bains. Tendance ou dépassé? Le chauffage gaz. Excuse-moi, Slim, t'avais quelque chose à dire sur les baignoires? Non, mais j'allais juste dire que les baignoires, ok pour les enfants, mais la plupart du temps, les gens sont pressés. Une douche, ça le fait aussi. Hein. Par Nous, semaine. Ouais, c'est ça. par mois. Alors, Par mois. On n'en est pas à la cadence, mais Ouais, C'est c'est bon. écologique en plus. C'est ça. ça marche. Alors, on va aller maintenant Les sur le deux, chauffage gaz. Les deux. Alors, Ok. le chauffage gaz, pour le coup, pas tendance du tout. Alors, avec l'actualité, j'imagine qu'on a tous suivi un petit peu. Fin 2020, à horizon fin 2026 déjà pour les logements neufs. Rideau, on parle plus de chaudière au gaz. Et puis après, ça va être amené à disparaître. Et puis on parle même pas de l'augmentation du gaz, du prix du gaz. Ou, voilà. Oui. À voir s'il y a des nouvelles normes d'ici là. En tout cas, le fuel s'est dépassé. Ça, c'est sûr. C'est pas l'avenir. En c'est tout cas. une Les évidence. énergies fossiles, globalement, voilà. Ouais. Pour l'instant, en tous Est-ce les cas, que le gaz reviendra?
Tous à la pompe à chaleur, hein. Je crois que c'est le mot d'ordre aujourd'hui. Le gaz, c'est terminé. On veut plus être dépendant. Il y a que la pompe à chaleur qui peut résoudre ce problème. Bon, tu as répondu à mon critère suivant, qui était justement la pompe à chaleur. Est-ce qu'on va être tendance ou... Tendance. Je connais quelqu'un qui m'a dit une fois que c'était dépassé le gaz et qu'il fallait plus être dépendant et tout. Donc voilà, je suis d'accord avec lui. Ça marche. Un bureau séparé, une pièce de télétravail. Qu'est-ce que vous en pensez? Très vous tendance. La base aujourd'hui, le télétravail. Et on n'est pas plutôt sur une tendance à revenir dans les bureaux et revenir sur du présentiel? C'est pas ce que je constate sur le terrain en tout cas. Ouais, il y a quand même, on va dire qu'il y a peut-être moins de télétravail qu'il y a 3-4 ans en nombre de jours, mais il y a minimum 1 à 2 journées. Les gens, aujourd'hui, je pense qu'un employeur, s'il n'y a pas de télétravail dans le contrat, ça peut tiquer, ouais. Donc c'est peut-être nous, en tant qu'agent immobilier, où on est en retard et on devrait faire du Non, mais télétravail. dans la ventilation, on est Ah, si, plus là, sur du on full fait du télétravail. télétravail Maintenant, aussi. clairement, il y a toujours au moins 1 jour ou 2. Et puis s'ils peuvent ne pas le faire depuis leur chambre ou depuis le canapé, c'est quand même plus sympa, quoi. Et oui. Bon, on va aller sur quelque chose un peu évident, mais la domotique, la maison connectée. C'est plutôt tendance, hein. Maintenant, il faut s'y mettre. C'est pas encore évident partout, mais en tout cas, c'est jouissif quand on rentre dans une maison où tout est dirigé à la voix. C'est vraiment particulier. C'est de Et plus en ça a plus son simple. petit, ça a son petit cachet. De plus en plus simple et de plus en plus Commander de... sa chaudière au fioul. Exactement. Au gaz. Exactement. Robert, mets à 30 degrés, s'il te plaît. Une cuisine ouverte. Il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles. Et C'est la plus tendance une serait plus évidence. sur quoi? C'est plus une évidence. Ça l'a été. Ouais. Cuisine US impératif auparavant. Là, je pense qu'on est 50-50. Et pourtant, c'est tellement plus simple de Ça dépend si on pouvoir- cuisine. Ouais. Toi qui cuisines beaucoup, Christophe. Moi, je suis un grand cuistot, ouais, c'est connu. Non, mais c'est culturel aussi, ça dépend. Il y en a qui clairement n'apprécient pas les cuisines ouvertes et C'est pour vrai. qui c'est un vrai frein. Et puis ça dépend de effectivement ce qu'on fait à manger, quoi. Bon. Et vous êtes plutôt quoi, vous, alors? Cuisine ouverte? Cuisine fermée? Chez toi, c'est cuisine ouverte. Cuisine ouverte chez moi. Après, j'hésite à mettre des portes coulissantes. Donc, semi-ouvert. C'est pour ça que c'est 50-50. Quand on décide. Exactement. On Moi ferme. qui cuisine beaucoup, justement, je trouve que pour les odeurs, c'est un peu gênant. Mais Ok. je plaisante pas, là, pour le coup. Donc on y Vous en revient. êtes un Non, de mais ces c'est quatre. exactement ça. Donc on y revient. On est limite dépassé, donc si je vous écoute. Hein. Moi, j'ai un micro-ondes dans ma chambre. Je sais pas si ça compte comme une cuisine ouverte. Mais ta chambre est ton salon, toi. Donc, C'est ça, exactement. Exactement. Studio, c'est ça. Studio américain avec les toilettes ouvertes. Un stationnement avec borne électrique. Alors là, on va miser sur le futur de la voiture électrique pour le coup, là, avec cette je pense question. que C'est tendance de chez Ouais, c'est tendance. clairement Ouais, tendance. c'est tendance, ouais. Limite un Tendance critère. imposée, je crois. Tendance imposée, voilà, exactement. De toute façon, on est quasiment tous à l'électrique De toute ici. façon, même dans les résidences, maintenant, ils mettent des Globalement, ils ont- des bornes pour. Mais ce qui est pour une se relier. contrainte pour le coup, parce que on est lié, pieds et mains liés avec un partenaire, parce que c'est géré par la copro, et donc c'est un petit peu. Mais on le le voit. petit Enfin, couac, mais- nous, on a des acquéreurs appartements maintenant qui nous demandent ça. Ouais, La c'est un borne prérequis. électrique, Ouais. c'est obligatoire. Bon. Comme la fibre. ouais, voilà. exactement. J'allais le dire, je te- Mais c'est vrai que c'est ce que Comme la j'allais dire fibre. dans un marché comme on a, alors pour nos secteurs à nous, beaucoup d'appart, c'est vrai que quand on est en copro, c'est moins une évidence parce que pour charger, c'est pas toujours évident Ouais. sur les bornes publiques. Ouais, ouais. On n'est pas toujours Après, il y a de sur plus en l'autoroute. plus de copros, de toute façon, qui le Ah mettent oui, en bah, place. c'est Ah, mais obligatoire. complètement. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Bah, entre ce qui est obligatoire et ce qui est fait, il y a quand même un. Ah, dans les anciennes quand même copros, moi sur mon marché, j'ai beaucoup de copros des années 70. Ouais, et là, il y a pas de borne, techniquement, hein. Ah oui, techniquement, oui, c'est pas faisable. Dans ouais. les parkings Ouais. extérieurs, c'est compliqué. Mais là, aujourd'hui, on est sur des normes, donc c'est obligatoire. Bon, bah écoutez, on a donné notre avis sur ces critères. Voyons maintenant ce qu'en pensent les gens qui habitent autour de nos agences. On est allé vous poser une question. Quelle est votre habitation idéale? On regarde tous ensemble et on en parle juste après. Si jamais vous aviez budget limité, quelle serait votre habitation de rêve et où? Budget illimité, je dirais une villa. Et pourquoi pas aux Antilles? Je suis antillaise. Une petite villa au bord de la plage en Martinique. Parfait. C'est vrai que ça donne envie. Quelle serait premièrement votre habitation idéale avec budget illimité, premièrement? Je pense qu'avec budget illimité, ça serait aux États-Unis, pas trop en France, mais une villa, voilà, quelque chose vraiment de. Vu que vous dites illimité, pour moi, je vois une maison, mais avec plein de garages pour ranger plein de voitures, vous voyez, enfin vraiment quelque chose, des piscines, voilà. Dites-moi, quelle serait votre habitation idéale si vous avez un budget illimité?
Alors, si j'avais un budget limité, j'ai la chance d'avoir un appartement de 50 mètres carrés, comme je suis célibataire. Et j'ai une vue magnifique sur Pontoise. La ville de Pontoise, super. Et puis, je suis entouré de commerces et le parc, la cathédrale, la bibliothèque. Donc, c'est parfait pour moi. Vous n'avez pas besoin de Je plus. cherche à descendre parce que j'ai un peu mal aux jambes, parce que je suis au 3e sans ascenseur. Mais je tiens à rester dans le quartier. Ouais, c'est le quartier idéal ici, en Voilà. fait. C'est un quartier très agréable dans le Haut-de-Pontoise. Je vais vous poser une question simple. Pour vous, quelle est la maison idéale? Bonjour, la maison idéale, c'est la maison où on vit en bonheur, en famille. D'accord. Mais encore, quels est pour vous les critères? C'est ça. Alors, pour nous, principalement, j'ai une femme, 2 enfants et on adore recevoir de la famille. Donc, c'est 4 chambres strict minimum, idéal 5 chambres, un jardin et de quoi garer 2 voitures. Et ça, c'est une maison idéale. Et dans le centre-ville, école à 10 minutes à pied, les commerces à moins de 10 minutes à pied. Et puis, on peut rajouter encore de longues listes. Mais déjà, ces critères-là en feront une maison vraiment idéale pour nous. Et vous, monsieur, du coup? Écoutez, pour moi, mon frère a dit quasiment les mêmes choses, mais en fait, je dirais dans un environnement d'abord, serein et paisible. Donc, j'opterais plutôt, si j'ai un budget illimité, pas très loin de la plage et en même temps à côté des montagnes parce que j'aime bien les deux. Ah, super ça. Et après, Pontoise, c'est pas forcément Pontoise, mais c'est. Pontoise, c'est sympa quand même. Absolument. J'y ai habité pendant longtemps, donc du coup, c'est très bien. Après, je dirais des chambres individuelles pour les enfants, avec très souvent la salle de bain rattachée, donc pour éviter les bouchons le matin. Moi, c'est une grande maison qui a toujours été mon rêve et finalement, j'ai pu l'acquérir dans les années 2000, 170 mètres carrés, avec 5 garages et 1500 mètres de terrain. Par contre, je suis un petit peu embêté actuellement parce qu'avec les prix du gaz, la facture s'envole un petit peu. Elle augmente. C'est ça. Bon, je crois qu'on est un petit peu tous dans le même souci. Quelle est votre maison idéale si on vous donnait un budget illimité? Je vais pas à un château en tout cas, c'est difficile à entretenir, mais juste une grande maison confortable avec un grand jardin, plein de pièces pour les enfants et un grand dressing pour moi. Un grand dressing, c'est important? Oui. Ok. Et recevoir du coup la famille. Voilà, Ok, c'est ça. Une réaction, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? On est plutôt dans le vrai quand on a débattu juste avant avec tous les critères que je vous ai proposés. Ouais, notamment le monsieur là qui paye cher de gaz. Je pense que ça On était en plein dedans. Ce qu'on En disait. pleine corrélation, c'est clair. On était en plein dedans. Des choses qui auraient pu peut-être vous surprendre. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de... Voilà, sur le panel qu'on a questionné, on a eu des gens qui souhaitaient quitter la métropole, pas forcément la France, parce que je vous apprendrai pas qu'on parlait des Antilles, donc c'était en France. Mais en tout cas, de quitter la ville. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que les jeunes rêvent tous de grandeur, de palaces, de piscines, etc. Et que les personnes plus âgées, finalement, ils relativisent et ils sont dans un confort déjà. Ils n'ont où, plus envie de s'occuper de tout voilà. ça. Ouais. Après, je dirais juste que ma maison idéale, si vous permettez, c'est une canne à pêche avec mes gamins et mes petits-enfants. C'est magnifique. Le reste, ça suffit. D'être heureux en famille, c'est... C'est ce qui revient. J'ai beaucoup apprécié le passage où la personne, avant de parler de critères, il parlait de bonheur à la maison. Complètement. Ça, c'est plutôt le vrai truc, parce qu'une grande maison tout seul. Une grande maison vide. De recevoir, il a dit. C'est ça. C'est ça. Mais les volumes, a priori, quand même, pour recevoir tout ça, on parle beaucoup de ce type de cas de figure. Recevoir Mais ça tourne beaucoup autour de la famille. Après, sans surprise, en région parisienne, les gens, quand on leur parle de maison idéale, ils rêvent pas de pluie 300 jours par an. Et voilà. On a besoin de soleil. On est un petit peu en carence de soleil. Il n'y a rien de très choquant. Nous aussi, on le voit. Moi, je le vois parmi mes clients, les retraités qui arrivent à se détacher parfois un peu de la famille ou suivent les enfants même parfois vont en province et notamment où il y a un peu de soleil quoi. Ouais, bah oui. Ils n'ont peut-être pas les mêmes critères sur la côte. Non, mais après la piscine peut-être pour eux. Pas le même budget non plus. Pas le même budget. Et c'est vrai qu'arriver à la retraite, bien souvent les maisons sont payées, ça dégage un budget et puis ils peuvent partir forcément sur la destination qu'ils ont rêvé peut-être toute leur vie. Donc c'est cool d'arriver à cet objectif en fin de carrière. Est-ce qu'il y a des choses c'est des choses que vous voyez régulièrement en agence, justement, dans tout ce qu'on a pu voir? Ou est-ce que c'est réservé uniquement aux Pontoisiens? Non, c'est des trucs qu'on voit, hein, clairement. C'est des trucs qu'on voit. Après, voilà, on va pas se répéter, mais ça reste quand même une petite partie des clients, hein, parce que la plupart des gens recherchent, sont notamment franciliens et recherchent dans le coin et des trucs assez classiques. Hein. Le rêve de la maison pour pouvoir mettre 10 voitures et en plein au soleil.
Bah, c'est là où on voit une grosse partie de notre clientèle non plus. C'est là où on voit qu'il y a quand même un écart entre le rêve et le budget forcément des gens. Et moi, j'ai pas eu beaucoup d'acquéreurs qui cherchaient un appartement à New York et tout. Ça, j'ai pas eu encore. Et peut-être. Pas encore. Pas fait d'inter. Ouais, non, mais c'est à Pontoise aussi. À Pontoise aussi, on fait beaucoup d'inter avec New York. Un peu Miami, mais c'est vrai beaucoup New York. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est très bien. Qu'est-ce qui qui a pu vous surprendre encore dans ce qu'on a pu voir? Bah, la famille revient souvent finalement dans ce qui a été dit, et puis voilà, finalement, en vrai, entre nous, c'est le budget finalement qui dicte un petit peu ce que tu vas acheter comme bien. Je veux dire, à 200 000 €, avoir 5 garages, ça va être compliqué. Donc, ou alors, voilà. si, mais 5 garages. Ou alors il a 5 garages, voilà, exactement. Rendement locatif. Voilà. En enfilade. Avec une tente sur un des garages, éventuellement. Et transformé en loft, on fait une super habitation. Allez hop, on part là-dessus. Bon, sur le papier, en tout cas, il y a plein de choses qui font rêver. Après, bah, forcément, chacun essaye de trouver son nid et d'être heureux, en fait, tout simplement. Bon, bah, écoutez, on va pouvoir passer à la séquence suivante, qui va être... je vais vous poser la question de savoir quel a été le bien le plus surprenant que vous avez pu visiter. Allez messieurs, donc chacun votre tour, je vais vous poser la question, le bien le plus surprenant, insolite ou mémorable que vous avez pu voir dans votre carrière. Non, mais justement, je rebondis sur la maison de nos rêves, du coup, et j'en ai eu une effectivement qui pouvait faire rêver. C'était sur la Frette-sur-Seine, une maison avec piscine, mais la particularité, c'est que tu avais un accès à la piscine par le sous-sol de la maison, avec des vestiaires au sous-sol, la piscine entièrement couverte et... l'anecdote, c'était qu'il recevait très régulièrement les familles, tout ça, enfin sa famille, pardon. Fête de fin d'année, piscine. Magnifique. Super. Et c'est un bien que tu as réussi à vendre? C'est un bien que je n'ai pas réussi à vendre. Que tu as eu à la vente, en tout cas. Que j'ai eu à la vente, que j'aurais aimé vendre. Bon. Mais j'ai pas réussi. C'était un plaisir quand même. La prochaine fois, exactement, ça fait plaisir. Ce qui compte, c'est de prendre du plaisir. Est-ce que c'est le plus important de vendre? Oui, je crois. Oui, je crois que c'est le plus important de vendre, mais après, ça, c'est un autre sujet. C'est plus mémorable pour toi, du coup. On parlait de pour moi, là. Financièrement. Jean-Claire, alors, et toi? Moi, il y en a plusieurs, mais je vais parler d'un qui est récent, ou qui rejoint un petit peu la partie qu'on était en train de voir auparavant, où c'est une maison de maître, 3 plateaux de 100 mètres carrés, une parcelle de 2000 mètres carrés, ce qui est beaucoup pour le coup sur les secteurs sur lesquels on est. Et la personne veut faire son activité et y vivre. Et son habitation, voilà, il est venu en famille justement pour pouvoir recevoir, etc. Donc il y avait un côté affectif, et le propriétaire, on est en train de le vendre là, le propriétaire s'identifiait vachement dans le profil des acquéreurs. D'accord. Et c'est une maison où on arrive à un portail immense avec les initiales de la famille, etc. Un truc un peu sympa, la maison de la ville, quoi. Sympa. C'est un bien qui vaut combien à peu près? Là, il a affiché 1 150 000 et ça va sortir aux alentours de 1 100 000 quand même. Ok. Avec un peu de travaux, etc. Mais une très belle maison, quoi. Ouais, bah c'est sûr. Dans notre secteur, dès qu'on arrive de maison, Christophe? Non, pas du tout, mais... Alors pour le coup, nous, on a vendu l'ancien conservatoire de musique, ou l'ancienne école de musique, je me souviens plus trop. C'était Taverny ou Saint-Leu, d'ailleurs, je me souviens même plus exactement où c'était. Et c'était juste magnifique, avec un atrium gigantesque, toit cathédrale, enfin séjour cathédrale, etc., entièrement vitré. C'était vraiment magnifique, ravagé, mais c'est des architectes d'intérieur qui l'ont refait, et c'est juste splendide. D'accord, ok. C'était il y a combien de temps, ça? C'était il y a quoi? Il y a 4 ans à peu près. Ok. Ouais, ça reste des biens rares. Alors nous, c'est assez exceptionnel. Déjà, le fait de vendre à Franconville, déjà, c'est quelque chose de magnifique. Ouais, à se demander pourquoi on est premier du réseau. J'exagère un peu. En tout cas, devant toi. Monsieur Modeste. Donc c'est assez exceptionnel, justement. Ouais, c'était un bien, un F2. D'accord. Voilà, de 42 mètres carrés. Ouais, et quand on regardait comme ça, on se penchait un petit peu comme ça, et on voyait un petit bout de Tour Eiffel. Magnifique. Ah ouais, alors là, tu nous envoies tu nous envoies du rêve là. Et voilà, là, tu nous as envoyé du rêve là, franchement. 162 500 €. Waouh. Et c'était. Ah oui, en plus. Waouh. Ouais. Ok. C'était mieux que la vue sur Ikea. Alors, c'était fou. Ouais. Alors, hormis ça, est-ce qu'il y a un bien qui t'a empêché de dormir alors? Parce que peut-être que celui-là, c'était peut-être pas le cas. Est-ce que tu as Il est fier de lui. Il est fier. Tout à l'heure, je réfléchis. Et tu l'as pas. Non, j'ai dit ça, c'est sympa, tu vois. Ah, ok. Non, après, j'ai fait tellement de ventes en vrai que c'est difficile. Voilà, c'est vraiment difficile. Alors là, c'est premier degré. Tu vois, ça... Là, il est vraiment premier degré en plus. Non, on reconnaît, ouais.
Bon, ça défile. Je sais pas quoi te dire. Mais j'ai vendu une ancienne école, j'ai vendu des choses sympas, mais je ne saurais pas te sortir comme ça. Moi, c'est surtout des projets de vie et c'est surtout l'humain qui compte avant le bien. C'est pour ça que tu ne retiens même pas les biens. La bienveillance avant tout, quoi. Moi, c'est les gens, en fait. Je peux te parler de l'empathie. Je peux parler de la petite dame à qui j'ai vendu la maison de son fils. Je peux parler des gens, tu vois. C'est les gens que je retiens. Il m'impressionne. C'est plus les histoires que je ressens. Un jour, on sera comme ça, je suis sûr. Ok. Moi, c'est vrai que bien souvent, je trouve que pour retrouver un bien qui nous intéresse beaucoup et qui nous marque, c'est souvent dans les prestations, dans la qualité de travail et toi, du coup, la décoration. Quoi le bien qui t'a le plus marqué? C'est pour ça que j'arrivais là-dessus. C'était un appartement à Pontoise, avec une superbe vue sur l'Oise et qui a été entièrement rénové par un architecte d'intérieur. Et j'ai pas les images, mais magnifique, ouais, très bien, très bien. Mais ça peut faire l'objet d'un prochain épisode et on pourra venir avec vos biens, avec l'appartement de Bastien à 162 500 €. Il faudrait que je recontacte le client, pas sûr qu'il va lui partager cette. Et puis à sa place, je le ferai même pas, parce que là, tout le monde va vouloir l'acheter. Mais on pourra préparer ça et ça peut être une belle chose avec des beaux contenus. Bon, on va passer à la séquence suivante et justement ça va projeter sur les années à venir et je vous en dis plus juste après. Allez, on va essayer de se projeter, selon vous, dans 20 ans, à quoi ressemblera la maison idéale des Français? Bien isolé déjà, pour commencer, je pense. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Avec tout ce qui est, toutes les normes. Il n'y aura pas de gaz. C'est ça, très certainement pas. Beaucoup de domotique. Le prix du mètre carré sera petite. Pas de gaz, je suis pas sûr. Pour rebondir là-dessus, je suis pas sûr que ça revienne pas. Il faudrait 2-3 aides et nous remettre. C'est dans les années 2000. Dans les années 2000, tout ce qu'on a entre 2000 et 2010, 90 et 2010, c'est chauffage électrique, radiateur. Ils étaient à fond et puis maintenant ils sont repassés au gaz. Donc peut-être que dans 10 ans, ils repasseront encore au gaz, qu'ils auront des bons accords avec le Qatar. À une époque, sur l'automobile, on blacklistait le gasoil, on y revient un petit peu. Bon, un petit peu. On parle en ce moment d'une période un peu spéciale. Il y a quand même une dynamique, faut quand même le dire. En tout cas, c'est pas nous qui décidons pour le coup là. Et puis en plus, je demande votre ressenti. Donc dans 20 ans, selon vous, à quoi ça va ressembler? Alors, une belle isolation, une bonne isolation. Ok. Ensuite, est-ce que les espaces vont différer? Est-ce que les pièces vont s'agrandir, rétrécir? Alors, c'est pas sûr. Je pense que ça commence ça a plutôt tendance à se densifier. On se rend compte. Donc du coup, ils optimisent vachement. On se rend compte aussi que par rapport à il y a une quarantaine d'années ou une trentaine d'années. Alors, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais auparavant, la génération de nos parents, typiquement, ils pouvaient être propriétaires par exemple, je sais pas, 15 ans de salaire, un truc comme ça. Et nous, on se rend compte que maintenant, c'est plutôt 30 ou 35. Et donc, j'imagine même pas ce que ça va être pour nos enfants. Donc, je pense que ça va être plutôt une tendance où on va être au minimalisme. Et on passera forcément, selon moi, par une durée d'amortissement des prêts beaucoup plus longue. On va augmenter, c'est obligatoire. Complètement, ouais. On était déjà parti sur une tendance haussière. Ils ont régulé sur du 25 ans maximum. Maintenant, il y avait le 30 ans, ils vont le remettre. Un jour ou l'autre, ils le remettront. C'est sûr. Comme nos voisins. Et 35, 40, on va y revenir, on sera obligé. Endetter nos enfants. Oui. 1, 2, 3. Intergénérationnel, pourquoi pas, hein. Ça existe. Hein. Oui, c'était dans ma liste de propositions. Ça se voit de plus en plus, en tout cas sur les colocations, les co-living. Après, on parle aussi fin du prêt, on te taxe, donc on sera peut-être aussi locataire comme un leasing automobile. Ça, les Français sont quand même très attachés à Ils tout sont ça. attachés à la et pierre. ça m'étonnerait que ça passe. Ça m'étonnerait que ça passe, ces choses-là. En tout cas, je pense qu'on ne l'accepterait pas. Ça serait pas logique. On paye toute notre vie pour qu'au final on se fasse taxer. Pas trop le choix, mais ouais, ce serait pas super. Non, mais c'est parce que moi j'ai le choix en fait. C'est ça. Ouais, j'avais oublié. Et puis t'es déjà multipropriétaire, donc la question se pose pas pour toi. C'est ça. J'ai un vélo, j'ai une trottinette. Parlons de l'IFI, Christophe. Mais ceci pour répondre à la question, 20 ans c'est très court. Je pense que dans 20 ans ce sera la même chose qu'aujourd'hui. Tu penses ? Mieux isolé. Beaucoup mieux isolé. Ouais, c'est ça la tendance. C'est l'isolation. Ils rénovent toutes les résidences des années 60-70 qui ne sont pas isolées. Toutes les nouvelles constructions avec les RT 2000, on sera en RT 2072. Les murs feront 70 cm d'isolation. Ça sera l'isolation, je pense, qui va des maisons ultra connectées. Ultra connectées avec l'IA qui va se. Mais 20 ans, c'est court. Hein. 20 ans, c'est court. On faisait tous déjà de l'immobilier il y a 20 ans. Ouais, mais les biens n'étaient pas les mêmes. Hein. Les biens n'étaient pas les mêmes. On parlait pas de DPE déjà. C'est l'isolation. Il y a encore 5 ans, le DPE n'était pas un critère pour les gens. Même on était obligé d'informer les clients du DPE. Il était très souvent mauvais. Voilà, et même le mode de calcul a changé déjà depuis. On va en parler juste après. Après, on est à fond dans l'énergie en ce moment, et puis on se rend compte, le premier DPE, souvenez-vous, on en a parlé, puis c'était un peu passé. Puis là, on est à nouveau dedans, à fond.
Donc ça va peut-être encore évoluer. Il y a un impact déjà sur. Je veux pas spoiler ce que tu vas apporter, mais il y a un impact sur les taux. Donc déjà, il y a... on va parler diagnostic juste après. Mais voilà, après, on parle pas beaucoup d'écologie aussi, mais les constructions vont être forcément beaucoup plus écologiques, avec des matériaux qui seront. Oui, là tu parles adaptés. de construction, mais ce qui est déjà le parc déjà existant, dans 20 ans, il sera amélioré, mais c'est vrai que les constructions nouvelles vont changer. Mais le parc existant, avec des maisons passives, va etc. être un peu isolé, des rénovations énergétiques qu'on a dans beaucoup de résidences, d'ailleurs, qui coûtent un bras. Ouais. Mais voilà, le télétravail deviendra sûrement une norme ou pas. Ou pas. Hein, moi, je n'y crois pas. On y revient. Moi, je crois pas. Mais je crois pas. Puis même pour ceux qui le pratiquent au quotidien. Il y a quand même beaucoup de gens qui en reviennent parce que simplement, ils ne sont pas heureux de rester enfermés. Ils ont besoin aussi d'aller au travail, surtout quand ils travaillent chez nous. Mais chez nous, c'est compliqué le télétravail. C'est très compliqué chez nous. Oui, sinon, il faut être mandataire et puis voilà, c'est pas vraiment le même travail. Non, mais c'est pas le même travail, on est d'accord. Après, on parle de dans 20 ans télétravail, dans 20 ans, on parle aussi de revenu universel. Est-ce qu'il y aura encore beaucoup de travail C'est un peu trop profond là pour ce podcast, mais là on va dévier. Mais et puis de toute façon, on aura toujours besoin d'agents immobiliers. Ça, c'est une certitude. Blague à part, on est vraiment tributaire des décisions politiques. Hein. Donc, effectivement, en fonction de ce qui va se passer au niveau politique, il y aura forcément une répercussion pour l'immobilier. On le voit déjà là sur les nouvelles ères actuelles avec notre président actuel qui nous avait dit de ne pas aimer l'immobilier. On se rend compte qu'il y a eu peu de lois en notre faveur depuis. C'est très faible. Mais ça me fait rebondir sur quelque chose. Dans 20 ans, est-ce que le métier de l'agent immobilier aura changé ou est-ce qu'on va devoir s'adapter ? Est-ce que ça va changer ? Je trouve qu'on est déjà en train de s'adapter parce qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas fait de podcast. Il n'y a pas d'IA et l'IA, je pense qu'elle a une grande place déjà aujourd'hui. Moi, je m'en sers tous les jours, mais demain, ce sera encore avec les innovations qui arrivent. On n'est même pas au courant de ce qui peut se passer, finalement. Et oui. Franchement, ça va être... on est dans un virage, on est en train de le prendre. En tout cas, 6e Avenue, elle est en train de bien le prendre. Après, le reste... on verra. On voit aussi, effectivement, en parlant d'évolution, l'IA va faire, à mon avis, les relances par rapport pour nous. Les suivis. On voit qu'on est appelé 10 fois par semaine pour les aides énergétiques, etc. Je pense que s'ils le font pour les aides énergétiques, faire un rapprochement par rapport à des critères d'un client qui recherche un 3 pièces à 200 000 euros à tel secteur, l'IA va pouvoir le faire, va pouvoir faire des appels pour bien sûr. Ça va évoluer. Ça existe déjà par SMS. Non, mais par SMS, mais là... le fait de le développer, Et c'est pas dans 20 ans. D'avoir c'est maintenant. On y est déjà, On y est déjà, mais de toute façon, c'est une vraie lacune chez les agents immobiliers. C'est vrai que le suivi acquéreur, le suivi vendeur, où même si on le fait le mieux possible, mais ça reste quand même des critères qui peuvent être vite noyés dans le flot de tes acquéreurs qui ont fait des visites et tout, et ne pas forcément bien noter le critère, une semaine plus tard, tu t'en rappelles plus. Les critères évoluent, Je veux dire, si tu les rappelles pas assez souvent. Mais c'est souvent qu'on a des clients qui franchissent la porte. Alors, mais ils doivent dire la même chose pour nous aussi. Ça peut arriver. On n'est pas infaillible. Mais justement, sur ce suivi-là, on a beaucoup de clients qui sont mécontents d'autres agences en disant « Oui, mais ils ne nous ont pas suivis, ils ne nous ont jamais rappelés, etc. » Le truc, c'est que tu as aussi mis la barre vraiment très haute sur Pontoise. Je veux dire, il y a un moment où... C'est ça. C'est ça, on est d'accord. Mais je savais pas que c'était venu jusqu'à tes oreilles. Ça fait plaisir. Toute la France est au courant. Bon, ça fait plaisir. On s'inspire des meilleurs. Mais oui, en tout cas, donc il y a encore des belles choses à venir pour notre métier selon nous, selon moi, mais selon nous aussi, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y aura pas aussi comment expliquer ça, une migration, c'est-à-dire que forcément les grandes villes vont Attention avec ce genre de mots. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez, on voit bien que Paris va sûrement se vider pour aller en première couronne, deuxième couronne, etc. Est-ce que c'est non? Paris se vide pas. Hein. Les prix ont quand même baissé sur Paris sensiblement. Les gens reviennent. Et le Covid, les gens qui sont partis, il y en a certains qui sont revenus. Hein. C'est ça. Mais est-ce que à long terme, sur 20 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on va rester sur les 20 ans, on va pas se projeter autant, mais... Un citadin reste un citadin. J'ai des exemples, des gens qui étaient venus sur Sannois qui repartent sur Asnières. Donc, objectivement, Paris s'est vidé à cause des 10 et 12 et 13 000 euros le mètre carré.
avec un marché un peu plus normalisé, si on peut vivre à Paris et qu'on aime la ville. Oui, parce qu'il faut Après, aimer. il y a différents aspects aussi à prendre en compte. On parle de migration pendulaire dans le sens où les gens partent de banlieue pour aller bosser sur Paris. Effectivement, je te l'accorde. Il m'avait dit qu'il allait passer. Maintenant, il y a le télétravail qui rentre en ligne de compte, mais il y a aussi les transports. Le type qui travaille à Tours, qui habite à Tours, qui est à 1 heure de TGV, il met le même temps que quelqu'un qui habite, je sais pas, à Val-Mondois. Non, mais c'est une réalité pour aller à ça. On n'est pas si loin. Et voilà, donc du coup, il y a tout cet aspect logistique et transport qui rentre en ligne de compte. Et Paris grandit plus que Paris se vide. C'est-à-dire que maintenant, Paris, c'est aussi Saint-Ouen. C'est aussi parce qu'avec la ligne 14, maintenant, en 5 minutes, tu es à Paris. Enfin voilà, c'est Paris qui s'agrandit. Et les gens de Paris, ils se déplacent ils se décalent de très peu au final. Ils ont des prix qui sont largement inférieurs et ils ont accès en 5 minutes au centre de Paris. Quoi. Et justement, avec l'augmentation de tous ces prix, est-ce que vous ne pensez pas qu'on sera amené plutôt à être plutôt locataire ? De plus en plus de locataires seront sur le marché où ça va basculer vraiment et que la France va réellement devenir propriétaire. Bah là, le marché de la location, je sais pas pour vous, mais pour moi, je le trouve très sclérosé aujourd'hui. On va reparler du DPE tout à l'heure, mais il n'y a pas beaucoup d'offres. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile de devenir propriétaire que de devenir locataire aujourd'hui. Et le prix des loyers a quand même explosé. Donc aujourd'hui, quand on regarde le parcours du combattant, on parlait de GLI entre nous tout à l'heure, la garantie loyer impayé, les conditions pour être locataire sont vraiment très difficiles. Et oui, donc quelqu'un qui s'est épargné, qui travaille, aujourd'hui être propriétaire, ça reste une évidence à notre niveau. Mais le marché de la location, il s'est durci aussi parce que c'était de plus en plus difficile là sur ces dernières années avec l'augmentation des taux de devenir propriétaire aussi. Donc forcément, les vases communicants, quand on a du mal à accéder à la propriété, on est locataire, etc. Maintenant, c'est limite plus facile, je trouve, d'acheter que de louer aujourd'hui. Oui. Il y a un appartement à la location, c'est 50, 60, 70 appels dans les 24 heures. C'est-à-dire qu'on le coupe. Alors que, voilà. 300. Voilà, donc c'est incroyable. Après, tout ce ne rentre pas dans les critères de la garantie loyer impayé. Il y a un gros filtre à faire, etc. Les gens comprennent ça. Oui, donc on est désolé, on ne peut pas rappeler tout le monde. Exactement, on ne peut pas rappeler tout le monde, c'est juste incroyable. Donc, comme je disais, 300 appels, enfin 300 entre les appels et. Non, c'était juste les mails, 300 mails, plus tous les appels. Incroyable. À un moment, mais c'était quel type de bien ? Très chronophage. Un 2 pièces, en fait, qui était encore en cellier et à 750 €, 40 mètres carrés, dans le récent, ça a explosé. Les annonces, on peut les laisser que 24 heures. On s'excuse pour tous ceux à qui on ne peut pas répondre, mais c'est une fatalité, quoi. Mais oui. On peut pas faire. Mais en parlant de location, il y a un vrai sujet, c'est l'encadrement des loyers. Oui. Alors, on n'est pas impacté, nous, sur nos secteurs. Oui. Dans le 93, proche de Paris, etc., il y a un plafonnement des loyers. C'est un vrai sujet pour les investisseurs. Il y a l'histoire des DPE aussi, où on va peut-être y venir après derrière. Justement, en tout cas, là, on était parti sur dans 20 ans. Est-ce que ça ne sera pas une norme, l'encadrement des loyers, les choses comme ça ? On n'a pas de boule de cristal, quoi. Pas moi, en tout cas, mais sur là. Non, mais là, j'ai décidé de ne pas la sortir aujourd'hui. Mais ça dépend qui est au pouvoir, tout simplement. L'encadrement des loyers, c'est une certaine frange politique. C'est-à-dire la gauche. Okay. Et donc, voilà, c'est plus social, mais clairement. On est dans du social. T'as un président LFI, t'as l'encadrement des loyers en France dans 6 mois plus tard. Voilà, donc bonne chance. Mais est-ce que s'ils ne le font pas, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire qu'on déplafonne les loyers jusqu'à combien ? C'est ça la question, c'est qu'à un moment... Je pense qu'il faut juste un juste milieu, tout simplement. Trop d'encadrement, on se rend compte. Est-ce que vous avez beaucoup de petits investisseurs, le bon père de famille qui a acheté son petit studio en investissement locatif ? Je trouve qu'il a quand même disparu, il y en a de moins en moins. Complètement disparu. Moi, en tout cas, j'en ai plus. Tout à fait. J'en ai plus. Parce que c'est plus rentable de laisser son argent à la banque. On prend moins de risques et le taux de rentabilité est limite meilleur. On marche sur la tête. Ouais. Après, je ne voudrais pas créer de polémique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la couverture est tirée sur les locataires. Les propriétaires sont pas bien vus non plus. C'est ce que j'allais dire, c'est aussi parce que les gens ils ont peur. Aujourd'hui, tu mets un locataire qui paye pas, si t'as pas d'assurance, c'est ça. C'est bien sûr, de galère. Parce qu'on parle sur nos marchés et où on a des rentabilités qui sont pas non plus excellentes. On voit en province qu'on a encore en revanche des rentas à 2 points, etc. Ce qui est beaucoup plus rare ici, quoi. Ouais. Bon. En tout cas, je vais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait diagnostic et ça va nous permettre de passer à la séquence suivante. Quelles sont les normes ou diagnostics sur lesquels les acquéreurs sont le plus vigilants aujourd'hui ? Sans conteste le DPE. Oui. Sans conteste. C'est-à-dire,
Pour quelle raison Parce que on sait que c'est un frein pour la location. Ouais. On sait que c'est un critère désormais pour la banque. C'est-à-dire qu'avant, le client qui achetait son appartement, il envoyait son petit compromis et puis il attendait le crédit gentiment. Maintenant, la banque demande le DPE. Et ce qui est paradoxal, c'est que il y a une double paradoxalité. C'est que le double paradoxe, c'est que le propriétaire, il a... Je préfère cette version-là. Non. Il y a un double paradoxe, c'est que l'acquéreur, s'il gagne pas très bien sa vie, il va avoir un moins bon taux. Ouais. Et s'il achète une maison qui est pas bien isolée, il va avoir un moins bon taux. Donc globalement, quand on n'a pas trop d'argent, on achète un bien qui est pas super bien isolé, et donc c'est la double sanction où on a un taux. Ouais. On va surtout lui demander beaucoup plus d'apports. Beaucoup plus d'apports pour pouvoir pallier et rajouter. Et là, pour revenir sur le DPE, mais ça va dans ton sens parce qu'il peut avoir, et il va avoir très probablement un refus de prêt. Enfin, aujourd'hui, le DPE nous impacte à plusieurs moments de la vente. Quand on met en publicité, déjà, les gens ne nous appellent pas forcément ce qu'est un mauvais DPE. Donc déjà, ça, on perd la Alors, moitié des clients. qu'est-ce qu'un mauvais DPE aussi déjà F et G. F et G, et E devient un mauvais DPE parce qu'on sait que l'audit énergétique est obligatoire quand on est en E. Et E, à l'époque, c'était pas du tout une mauvaise note, quoi. Les gens, à l'époque, j'en regardais même pas, ils s'en foutent. Les gens ne regardaient pas. Limite, ils rigolaient. Ah oui, mais ça, on s'en fout. Et puis depuis le 1er juillet 2021, le mode de calcul a changé. Donc en plus, ils y reviennent un petit peu avec l'électrique, etc. Mais ça, c'est bien, par contre, parce que pour le coup, les logements électriques ont remonté. Mais pour les 35% de capacité de taux d'endettement sont revus potentiellement à la baisse quand le DPE est mauvais, parce qu'ils vont se dire, tiens, il va avoir une facture un peu salée. Et le taux est plus élevé. Donc non, c'est vraiment... Et donc, on est sur une tendance à la hausse. Comme tu m'as coupé, je continue. On avait. Ça, il aime pas. Je déteste. Ça, sur M6, ils le disent. Si, ils invitent justement. Les invitent sur la visite, ça nous impacte. Et en effet, à l'offre, négociation, et au niveau du crédit, les gens ont des taux supérieurs et ont des refus de prêt. Moi, j'ai une maison à Argenteuil que j'ai à la vente, et les propriétaires ont été obligés de faire des travaux pour l'isoler et pour la vendre de manière plus normale. Tout simplement. Les gens ou ne l'achetaient pas, ou l'achetaient mais avaient des refus de prêt à cause du DPEF. Ils y gagnent sur les travaux, finalement. Ils vont y gagner, j'espère, parce que en fait c'est une opération que je fais moi. Donc ils vont y gagner, j'espère, oui, carrément, parce qu'il y a à peu près 20 000 euros de travaux à injecter pour potentiellement 35 à 40 000 euros de marge. Donc oui, ils vont y gagner. Le calcul est fait. Moi, si je peux me substituer à toi, j'ai une question à vous poser à tous. Avec plaisir. Comment dire ? Surtout pas. On en parlera après. Il n'y a pas de souci. On n'a plus le droit de louer les appartements en G aujourd'hui. D'accord ? En 2028, on n'a plus le droit de louer les appartements en F. En 2034, on n'a plus le droit de louer les appartements en E. On en fait quoi de tous ces appartements ? C'est bien. On les met où, les gens ? Et c'est là où moi je pense qu'on atteindra la limite. On atteindra la limite et on sera obligé de... Parce qu'en fait, l'idée, c'est que l'État invite les gens à faire des travaux d'isolation, mais parfois, c'est pas possible. C'est ça. Voilà. Et quand on est sur des mini-surfaces, sur des endroits où le prix au mètre carré est très cher, isolé par l'intérieur, on perd de l'argent, quoi, clairement. Au-delà de l'investissement pour les travaux, on perd de l'argent parce qu'on perd du mètre carré, du métrage. Donc, c'est un vrai sujet. Après, on a un petit peu de temps et puis le futur gouvernement, il reviendra peut-être un petit peu. Moi, j'ai l'histoire. On ne sait pas ce qui se passe de particulier à particulier aussi. Parce que les G. Oui, il y en a qui. Oui, ils passent mais il y en a qui sont loués. En revanche, il peut y avoir des procédures. Ouais. Moi, j'ai une histoire là, juste à côté, un appartement juste à côté. Le propriétaire, pour le remettre en vente, refait les travaux complets. Il fait l'isolation, les fenêtres, il change le chauffage, il met des radiateurs électriques. Il fait passer le diagnostiqueur, il se retrouve en DPE F. Alors, quand il a fallu. Société a fait ici, il a fait passer que j'avais. C'est pas ça. Attends, mais justement, l'histoire folle, c'est que. Merci Bastien pour la reprise. L'histoire folle, c'est qu'on fait passer un deuxième diagnostiqueur qui confirme tout ça. Le deuxième diagnostiqueur nous propose de mettre un bloc clim. C'est un bloc clim rapide. Le gars a aussi une société de climatisation. Attends, il installe, il fait venir un entrepreneur pour lui installer un climatiseur rapide qui devait le faire passer en E ou en D. Il a changé. Non, attends. On refait venir le diagnostiqueur, il dit non, attendez, là il faut retirer le chauffage électrique, sinon vous êtes encore en E, justement. Donc il a dû retirer le chauffage électrique, laisser uniquement le bloc clim, et là on est passé en D. Il l'a mis dans sa voiture. Et en fait il l'a retiré, on a fait repasser le diagnostiqueur, mais c'est quand même. Là on passe. Il peut y avoir des normes, mais soyons sérieux. Là, mais c'est vrai que les modes de calcul sont un peu des fois étranges et très aléatoires. Et c'était pas de la faute du diagnostiqueur, c'était pas de la faute du propriétaire. Tout le monde a essayé de faire quelque chose de bien.
Mais il disait que, enfin voilà. Il n'en demeure pas moins que c'est maintenant très très important. Pour vendre un bien, il faut qu'il soit bien noté. Sinon, le prix, c'est une grosse décote. Et c'est devenu, là, les 2 dernières années, moi, je trouve ça hallucinant. Hein. C'est impressionnant. Bah, d'autant que sur mon exemple, moi, c'est un studio. Hein. Donc, Ouais, donc là, tu es obligé. Et il y a certaines copros où on peut rien faire. C'est-à-dire que là, la copropriété n'étant pas isolée, c'est un F. On va pas isoler par l'intérieur, en effet, parce qu'un jour, il va y avoir une isolation par l'extérieur. Donc, on va pas faire des travaux à l'intérieur. On marche sur la tête. Hein. Alors, nous, à la limite, on n'a pas trop d'haussmanniens, etc. Mais le type qui a un haussmannien en dernier étage, pas une très grande hauteur sous plafond, il peut pas isoler par au-dessus, il peut pas isoler par l'extérieur, parce que voilà. Donc, il est un peu piégé, quoi, coincé dans une impasse. Alors, qu'est-ce qu'il en fait de son appartement, finalement? Mais il vend pour qui? Dans les communes où c'est encore possible. Oui, dans les communes où c'est possible. Et puis, il y a plein de copropriétés qui l'interdisent maintenant. Donc, vraiment, c'est vraiment une question que je me pose, moi. En 2034, en fait, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces appartements? Parce qu'il paraît il manque 400 000 logements à peu près annuels, plus tous ceux qui vont être retirés finalement de la commercialisation, soit de la location ou de la résidence principale. Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qui va se passer? Et après, ils vont s'étonner que les loyers montent et ils vont vouloir plafonner les loyers parce qu'il n'y a pas assez d'offres. Donc voilà, c'est le chien qui se mord la queue. Donc on est d'accord. J'ai un appartement, moi, à Franconville, qui est classé G, parce que la chaudière est chauffée, c'est une chaudière fuel. La copro est chauffée, merci. La copro est chauffée au fuel. Le DPE G, je l'ai depuis 1 an à la vente. Il est à 120 000, c'est un F3. Personne n'en veut. C'est incroyable. C'est-à-dire que le primo-accédant a peur parce que c'est G. Juste, il a peur et en plus c'est pas finançable. Comment tu fais? Il pourra pas avoir son prêt. Bah oui. Et les investisseurs ne peuvent pas le louer, donc inextricable. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour vendre cet appartement-là, justement? Est-ce qu'il y a Moi, j'ai essayé solution de mettre en place dans la copro un changement de chaudière, parce que c'est pas non plus si cher que ça de passer au gaz, en fait. Mais comme c'est une petite mamie qui vend, elle a pas envie de s'en occuper. Non, c'est une petite copro, il y a une 30aine de lots, donc c'est envisageable. Mais ça c'est toujours un coût. Parce que, c'est toujours un coût, ouais. Ouais, mais passer en individuel électrique, le problème, c'est que tu as quand même les charges de copropriété à payer en chauffage collectif. Mais pour tout à fait. Tout à l'heure, on parlait de diagnostic, donc Donc aujourd'hui, l'audit énergétique est obligatoire. Qu'est-ce que vous pensez de ce diagnostic? De l'audit énergétique? Ouais. Pas que du bien, hein, clairement. On n'apprend pas grand-chose. On facture les propriétaires de entre 300 et 700 euros, alors qu'ils sont déjà passés à la caisse pour un DPE dans lequel on a 300 à peu près les mêmes 300 euros, pour une petite maison, mais après, voilà. Mais ça reste un DPE beaucoup plus poussé. Beaucoup plus poussé sur lequel on n'apprend pas grand-chose. Voilà, merci. Si on met une pompe à chaleur, on augmente de l'aide. Merci. Ça, on n'a pas besoin de ça. Et puis ils annoncent des prix qui sont délirants et qui font peur, quoi. Alors c'est redevenu un petit peu plus raisonnable. Non, mais ça fait plus flipper l'acquéreur plutôt que de le rassurer. Vous voyez, avec tel et tel travaux, vous allez pouvoir augmenter votre lettre. C'est là. Encore un truc compliqué quand on a un DPE, E, F ou G, sur les maisons uniquement, pas sur les appartements. Ouais. Bon, après, dans le positif, ça donne quand même des solutions. Au moins, ça permet aussi de compenser ce que l'on dit, parce qu'on dit, vous mettez une pompe à chaleur, au moins c'est écrit. Pour dire le côté positif, on va dire, de ce diag-là. Après, c'est vrai que c'est marqué sur le DPE, c'est vrai. Oui, mais après, là, ils le redisent une deuxième fois, donc on y croit plus. Et c'est en gras, c'est écrit en gras. C'est en gras et c'est sur 30 pages. 100 pages. Ce qui est bien, c'est que ma prime rénov est revenue. Donc il y en a qui peuvent en profiter. Là, on a fait un dossier. Là, il a récupéré 38 000 euros. Alors, faut pas se leurrer, c'est très long. Hein, c'est 1 an et demi avant. Il faut que les travaux soient finis, etc. Que ce soit que des entreprises RGE, etc. Il faut avancer l'argent. Hein, tout le monde l'a pas forcément, mais ça peut rester une solution. Mais bon, ils le mettent, ils le retirent, ils le mettent, ils le retirent. Donc voilà. Est-ce que excuse-moi, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que ma prime rénov, c'est pas mal. Et nous, il y a un partenaire qui nous a approché, avec lequel on travaille pas encore. Hein, c'est pas pour lui faire de la pub. Tu lis ma liste. Qui avance la prime rénov. Et voilà. C'était. le propose aussi. Ouais. C'était ce que j'allais. C'est vrai. Mais c'était ma question par rapport à notre accompagnement et ce qu'on nous propose. Est-ce qu'on a des solutions à apporter nous aux clients? Il y en a. Exactement. Merci Jean-Pierre. Il y a des banques qui avancent effectivement l'indemnité de ma prime rénov. Donc, comme un prêt à taux zéro. Qui s'occupe de faire toutes les démarches aussi qui sont potentiellement chronophages et contraignantes. Ouais, exactement. Vous avez eu des dossiers dernièrement là, dans le même principe? Non, moi j'ai pas de dossier de ce. Je savais même pas qu'on pouvait avancer la prime rénov. Mais c'est limité dans la prime rénov, dans le nombre de dossiers est limité. Non, moi j'avais gardé ça en tête que c'était très limité. Il y a quelques années j'avais eu le même sujet. Il faut voir si ton dossier est éligible, tout simplement. Il y a une enveloppe. 25 000 dossiers dans l'année. Faut être dans les premiers en tout cas.
Je crois qu'il y avait ça. Après, je ne suis pas spécialiste. Bon, là, ils viennent de le remettre. Ils l'avaient suspendu. Maintenant, ils l'ont remis. Faut y aller. En tout cas, je le vois. Ils payent pour de vrai, mais tardivement. Bon, on a parlé de l'impact du prix quand on a des mauvais DPE. Est-ce que, au contraire, si on a des DPE A, B, C, est-ce que vous remarquez que c'est une vraie plus-value, que ça fait monter les prix? Alors, j'ai jamais vendu de DPE A. B, alors pour ainsi non. dire, non plus. On en voit pas DPE beaucoup, C, d'ailleurs. c'est vraiment une super bonne note, etc. Et voilà, entre C et D, on est vraiment sur des bonnes notes, quoi. Donc, en posant la mais question. effectivement, c'est un plus, ça rassure les gens. Ils se disent que, bon, d'une, ils n'auront pas de travaux à faire et qu'ils ne vont pas avoir des factures où ils vont se faire allumer au niveau de l'électricité ou du gaz, quoi. Et oui. Mais même sans avoir vendu une maison en A, est-ce que vous avez déjà vu rentrer des maisons classées A? Alors, moi, j'en ai pas eu à la vente, ni rentrée, mais par contre, je trouve que ça a un vrai impact maintenant sur les visites. Les gens, quand ils sont fondamental. ils sont heureux comme tous les acquéreurs rassurés. de visiter du DPE. Rassurés, c'est le Quand terme. les parents viennent, c'est quoi la note? C'est C. C'est super. Enfin, voilà, maintenant, c'est un critère. En fait, on reprend une sérénité. On reprend une sérénité, le micro. On reprend une sérénité sur l'achat quand on sait qu'on a un diagnostic A, B, C. Et au moins, les gens peuvent se projeter à long terme, alors que sur tous les autres DPE... Notre logiciel nous permet aussi de filtrer par DPE, ce qu'on faisait jamais avant. Et maintenant, on peut sélectionner des biens uniquement avec des bons DPE pour pouvoir les transmettre aux acquéreurs. Exactement. Ça fait d'ailleurs partie maintenant des critères des gens. Ça. Complètement. Oui, alors moi, je veux un DPE D-Max. Et parfois, ils sont un peu trop exigeants aussi, dans le sens où moi, je veux un super bon DPE en dessous de... C'est aussi pour les 1% patronal, tout ça. C'est qu'il faut avoir un bon DPE pour être éligible. Tout est conditionné maintenant à ça. Et oui. Donc, première question des jeunes, la fibre et ensuite le DPE. Et oui. Donc ça fait d'abord le DPE puis la fibre. Ça nous fait beaucoup de diagnostics: amiante, plomb, électricité, DPE, loi Carrez. Je te coupe, mais tu voulais dire l'assainissement. C'est facile. Tu connais par cœur, on l'a préparé ensemble. On parlait des aides. Mais donc, à votre avis, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent encore arriver et venir se rajouter à cette longue liste? Bah oui, pour le coup, l'assainissement ou ça dépend des communes, mais ça dépend des communes, mais parfois il est obligatoire d'être mis aux normes. Oui. Pour la vente. Oui. Mais toujours pareil, ça dépend dépend quand même des contraignant. communes. C'est le cas sur la communauté d'agglo, le Val-Parisis. C'est ça. Nous, non, mais pas sur pleine. On peut s'arranger, mais il y a beaucoup de notaires. En tout cas, ils ont un an pour faire les travaux. En revanche, il y a des aides qui ont été prolongées jusqu'à 2028, et ça, c'est important, à hauteur de 6 000 € pour la séparation des eaux de pluie et des eaux usées. Dans toutes les communes? Sur Plaine Vallée, en tout cas. Nous, Val-Parisis, pareil, on est dans la même. Exactement. Mais on peut vendre, sauf à Montigny. Et Cormeilles. En Parisis, c'est pareil. Attention. Obligation pour le vendeur d'avoir une conformité d'assainissement pour pouvoir vendre. Alors quand tu es en second lot dans une pente, je te raconte pas, on en a eu pour 33 000 € pour une succession. Ils ont été obligés. Heureusement, l'entrepreneur a bien voulu attendre la vente en fait pour pouvoir être payé. Mais 32 000 € pour faire l'assainissement. D'où l'importance de faire les assainissements à au moment Montigny. de la prise du mandat. Eh oui. Tout à fait. Parce que exactement. quand on le fait au moment du compromis de vente, ça peut être un petit peu plus compliqué. C'est un sujet, donc il vaut mieux. Mais je reviens sur le sujet parce que c'est vrai que tu disais qu'il valait mieux anticiper sur l'assainissement, mais sur le DPE aussi, parce qu'à chaque fois qu'on fait une estimation chez les gens, on n'a pas le DPE, parce que c'est ce qui est plutôt normal, ils le font pas. Et en revanche, maintenant, le DPE impacte la valeur du bien. Donc du coup, on marche un peu sur des œufs, sous réserve d'avoir un DPE. T'arrives pas, toi, à déterminer une note de diagnostic à vue d'œil comme ça, non, t'arrives pas. Ça dépend. Mais là, il est humble, mais il sait le faire. Voilà. Il m'a déjà montré. Va le détecter. Ça. Voilà. Alors tu sais si déjà tu vas. On a une idée quand même. Voilà, t'as une idée. Si t'es au fuel, on parle de A tout à l'heure. J'ai jamais vu un. Non mais c'est fou. À l'école d'ailleurs. C'est fou. C'est là où on se demande comment les barèmes ont été faits. Est-ce que là-dessus ils vont pas encore devoir assouplir ou revoir obligé, c'est obligé en calcul. 2034. C'est intenable. Pour moi, c'est intenable. Je sais pas comment ils vont faire, mais il va falloir trouver une solution. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'on est revenu à nouveau sur les DPE. C'était pas l'objet de la. Non, mais on est encore sur les l'obsède. diagnostics. Donc, hormis l'assainissement, est-ce que vous voyez d'autres diagnostics qui peuvent être. Alors, moi, je trouve que ce qui serait bien, je trouve comme diagnostic, ce serait une loi Carrez sur les maisons. Parce que c'est vrai que les maisons, moi, je me force toujours à mettre des vraies surfaces. Mais quand tu as des annonces chez des vrais professionnels comme nous, en mentionnant par exemple 100 mètres carrés et que tu en as d'autres qui mettent 120 mètres, je trouve que ça fausse vraiment le prix du mètre carré. Justement. On va dire que c'est déjà un petit peu avancé parce qu'aujourd'hui, en faisant le DPE, beaucoup refont maintenant une surface pour pouvoir. Attention, c'est pas la surface Carrez, c'est pas la vraie surface. Ouais, mais déjà, on se rapproche d'une surface. C'est déjà mieux. Parce qu'avant, c'était au doigt levé, la maison elle fait tant. Donc c'était un DPE bien pour plus les nombreuses vues là que tu fais sur tes podcasts que la loi Carrez c'est le mesurage et que ce mesurage là est
obligatoire uniquement sur les lots de copropriété Exactement. aujourd'hui. Exactement. Et donc, sur les maisons, une loi Carré sur les maisons, ouais, c'est bon. Ouais, Ok. il y a très peu de maisons en copropriété pour le coup, et après on rappelle que les gens ont 1 an pour remesurer. Et demander une différenciation diminution du prix. À hauteur du prix. À hauteur du prix. Et surtout, vous appelez votre agent immobilier pour vous plaindre que la surface n'était pas bonne. Il y a l'ENSA aussi. Non, exactement. L'ENSA, le bruit. Je ne sais pas si vous l'avez Ouais. vous l'avez sur vos Ouais, il a été communications. rajouté à l'ERP, tout Voilà. à fait. L'état des risques et pollution. Donc, ils en trouveront encore d'autres. Hein. Ouais. Le bruit des voisins. On parlait de la fibre, tout ce qui est connexion. exactement. tout ce qui est, Bah, c'est justement ça. Je pense qu'on aura un diagnostic sur la connectivité. Ouais. C'est C'est le français, TIC. mais Un truc comme ça. Ouais, Ça viendra, c'est sûr et certain. voilà. Après, ils nous trouveront des choses. Hein. De toute façon, tous les 5-6 ans, ils nous rajoutent un direct. Donc, Bah, J'essaye compte sur eux. de trouver quelque chose qui pourrait nous rajouter. J'ai pas, en préparant le On va pas leur sujet, donner j'ai des idées, cherché, hein, c'est bon. mais j'ai pas trouvé. A priori, vous êtes pas plus. C'est déjà pas mal. Hein. On a Je déjà veux un dire bon que, dossier, ouais, là. Ouais, l'acquéreur, on est déjà il est chargé. déjà bien. Je peux Ouais, dire bien qu'il dit pas informé, là. tout. Franchement, si un acquéreur aujourd'hui, s'il n'est pas accompagné quand même par un professionnel, noyé il dans est les complètement noyé. Bien Ouais, sûr. C'est trop. J'ai lancé une SRU la dernière fois, il y avait 1350 pages à peu près. La SRU, pour rappel, c'est le délai de rétractation Tout des à fait, acquéreurs de 10 exactement, jours. Exactement. Merci Dominique. Donc on est dans l'obligation d'envoyer c'est ça, le document pas recommandé, 1250 pages, si tu dois te les farcir en 10 jours, bon. Et Faut mieux lire un heureusement, bon bouquin. qu'on a dématérialisé tout ça et qu'aujourd'hui on se retrouve à C'est à l'envoyer en un électronique. téléphone finalement. Mais après, en parlant des contraintes pour tout ce qui est copro, etc., c'est quand même un mal pour un bien, tout ce qu'ils nous ont mis dans la loi Allure, que l'acquéreur sache qu'il ait accès aux 3 derniers PV d'Assemblée Générale, qu'il ait Alors, accès sur à la certains santé documents, oui. financière de la mais copro. oui. Non, mais voilà. Jusqu'à un là, prêt oui. daté, Le prêt ouais, est voilà. daté, Qu'il est franchement, en c'est- réalité pas c'est obligatoire top. pour la signature du Ouais, compromis. maintenant- mais Ah non, mais le prêt Mais est voilà, daté, c'est magnifique. C'est quand Pour même les important. acquéreurs. Voilà. Maintenant, Alors le prêt est à dater. Non, mais ouais. on va expliquer, mais nous fait un glossaire. grossièrement, Il nous fait un glossaire. ça vous donne un peu la santé de la copro, savoir si les copropriétaires chiffrés. sont à jour, s'il y a des impayés. Donc, L'état c'est vraiment comptable. important. C'est alors, vraiment important. tous ces points-là, L'état comptable. tous ces points-là sont super importants. Maintenant, est-ce qu'il est vraiment important d'avoir toute l'historique des règlements de copropriété? Un règlement de copropriété de 1940, est-ce qu'aujourd'hui il est réellement intéressant? Est-ce que ça peut remettre vraiment en péril une décision? Il ne sera pas lu. Ah, je pense qu'il est pas lu, mais qu'il est super important. Il est notamment, important, voilà, ouais, il est c'est ce qui important. crée quand même juridiquement une copropriété. Sinon, tu peux pas vendre le lot. Donc, c'est important d'avoir l'état descriptif de division avec chaque lot de la copropriété. Les tantièmes qui s'y rattachent. Alors, qu'est-ce que c'est les tantièmes? C'est la quote-part de propriété des parties communes. C'est son droit de vote en assemblée générale. Donc, Moi, j'aurais mine de rien, plutôt- c'est important. j'aurais Après, il plutôt faut savoir proposé- l'expliquer aux clients, en effet, au compromis. J'aurais plutôt proposé d'imposer une obligation de refaire un règlement de copropriété pour toutes les copropriétés qui auraient plus de 15-20 ans, qui refassent un seul et même document. En plus des ITE, C'est un problème de coût encore. on n'a pas fini. Hein. Ouais, mais ça pourrait être rapide. ça peut, et je pense que ça y viendra, parce qu'aujourd'hui, de devoir refaire les RCP, les modificatifs, etc., on se retrouve des fois avec des dossiers avec 6-7 modificatifs de règlements de Il faut pas en copropriété. oublier, hein, sinon on repurge. Et sinon, on repurge. Donc je pense qu'on est sur une limite. Je vois qu'on a tous les mêmes problèmes, les gars. Eh ouais. Mais donc, Non, après, en définitive, nos compromis aujourd'hui sont des actes notariés. C'est des actes, un compromis, vos ventes, on fait une vente là. Donc, Bien sûr. c'est complètement normal de détailler autant. Après, on s'y perd. Pour les acquéreurs, ils s'y perdent. eh oui. Et voilà, nous on est bien organisés, donc on sait exactement récupérer. On a la connaissance du secteur, donc on sait aussi quand dans telle et telle résidence on a des points de vigilance, mais il y a quand même beaucoup de choses à contrôler. C'est clair, On est là pour ça. un On est acquéreur là pour ça. seul, franchement, s'il n'a pas l'habitude de ce genre d'opération, ne serait-ce qu'acheter sa résidence principale aujourd'hui, non, il faut être accompagné. Hein, Et s'appuyer uniquement sur le notaire aujourd'hui, ouais. c'est même une erreur parce que le notaire, il n'est pas souvent dispo. Hein, Bah, je veux c'est dire, ça. on est beaucoup plus disponible qu'un notaire. Et puis le notaire n'est pas là pour rassurer l'acquéreur. Le Exactement. notaire, il donne les éléments à la promesse de vente pour ceux qui vendent en particulier. Et l'acquéreur, s'il flippe, le notaire, il s'en fout, hein, clairement. Ouais. Donc voilà, nous, on est là pour rassurer, accompagner. Et on fait en sorte que l'acquéreur, quand il prenne les informations, il ne soit pas submergé, il soit rassuré. Donc c'est là où l'agent immobilier a sa vraie plus-value par rapport à une vente en particulier ou à un mandataire qui va être chez le notaire. Qui va être chez le notaire et qui va laisser faire le notaire. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Chacun son job. Chacun son job. Ça va être désagréable. Après, je vais être désagréable. Je commence à m'énerver. Pour défendre nos amis notaires, c'est. J'ai eu peur. Non, mais. J'ai eu non, très non, peur. non, mais pour défendre les On en notaires, a c'est besoin. encore une fois, on en a besoin et un notaire vous conseillera justement
dans la plupart des cas, de s'entourer, de prendre un professionnel, Ah oui. parce que c'est pas leur rôle. Nous, on est des intermédiaires, on a des honoraires, hein, on le nie pas, mais on est là aussi pour préparer tout ce dossier. Donc c'est vrai que Non, mais de particulier complètement. à particulier, c'est Non, quand mais même on est là pour anxiogène. rassurer, parce qu'on parle beaucoup des acquéreurs, mais on est là aussi pour rassurer les propriétaires, hein, qui ne sont pas rompus à l'exercice. Faut pas oublier qu'en général, on sait que les gens gardent globalement leurs biens 7 ans, mais dans les faits, il y en a qui gardent leurs biens, leur maison 20, 30, 40 ans, qu'on C'est une moyenne. une 7 ans est ou une deux moyenne. ventes dans leur vie. Ça a tellement changé depuis leur dernière vente qu'on est là aussi pour les accompagner, de savoir. Ah oui, et puis les décharger aussi. Mais surtout. complètement. Parce que là, il y a une telle masse de documents à réunir et tout, on les décharge de tout et on rassure l'acquéreur. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Et au final, c'est un vrai point positif pour notre métier. Parce C'est ce que qu'aujourd'hui, j'allais dire. C'est vrai que les ventes de particulier à particulier, on le nie pas, il y en a toujours. Mais aujourd'hui, avec tout ce cadre juridique, je trouve qu'il y en a moins et c'est plus notre concurrent Bon, direct. C'est plutôt l'agence de Pontoise qui vient en direct avec nous, mais ça on en reparlera après. Mais en tout cas, on va pouvoir clôturer là-dessus en expliquant déjà, en étant rassuré, parce que moi, ça fait comme nous tous ici, ça fait quand même quelques années qu'on est dans l'immobilier. Et même si le métier évolue, on sait aussi qu'on a encore plus on va besoin. compter, si on cumule, on est centenaire. Mais j'en suis persuadé. Et donc, plus les années avancent, et plus je me rends compte qu'on a encore besoin de nous. Donc, et plus les années avanceront, et plus ça sera nécessaire. Donc, on a encore de belles années. Dans les années 2000, quand j'ai commencé, mon ancien patron disait dans 20 ans, il n'y aura plus d'agents immobiliers. Justement, tu posais la question de dans 20 ans. Et puis, au final, on se rend compte que non, c'est pas possible. En durcissant les lois, ça nous a été favorable. Voilà, exactement. On va faire un dernier tour de table pour que vous puissiez parler de vos réseaux, faire votre promotion. Qui a envie de parler de ses réseaux, ou est-ce que vous avez envie de rester caché Donne-moi le mic. Écoute, donc Slim Boussa. Donc effectivement, vous m'avez fait une piqûre de rappel parce que j'ai commencé l'immobilier en 2000-2001 et ça va faire 25 ans, quoi. Franchement, qui l'eût cru? Moi qui sortais de l'école. Hein. Ça fait 26 ans. Ouais, on va dire ça. Ça fait... J'ai pris un coup, là. Tu vois, on a commencé en même temps, Slim. Voilà. On a commencé en même temps. Et effectivement, le métier change, donc vous pouvez me voir et en tout cas voir une partie de mon équipe sur les réseaux, effectivement, TikTok, Insta, Facebook. Et on s'adapte. N'hésitez pas à vous abonner. Un super contenu. Voilà, toujours présent sur rien de très original, Facebook et Instagram avec les pages des agences de Soisy, Saint-Gratien et d'Anguin. Et j'en profite pour saluer Djibril avec lequel je travaille depuis un an désormais et qui a un TikTok qui a réussi à faire 100 000 vues en une semaine. Maison sur le lac d'Anguin, 100 000 vues en une semaine, des demandes de visites, etc. Voilà, bravo à lui. Ouais, bravo. On va faire plus que ça, non? Plus de 100 000 vues. Sur YouTube, il va falloir qu'on s'accroche. Bon, en tous les cas, pour moi, pareil, Insta, Facebook pour l'agence de Sanois. Ça marche. Et 6e avenue Franconville sur TikTok, Facebook, Insta, YouTube. Merci messieurs d'avoir encore répondu présent pour cet épisode. Merci à toi. On a voulu vous montrer comment la maison idéale des Français a pu évoluer. Ses nouveaux codes, ses nouvelles exigences, mais aussi la façon dont notre métier s'adapte. Si cet épisode vous a plu, faites-le nous savoir, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.